pour cette introduction. Je vais voilà, accepter l'enregistrement. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, on va parler aujourd'hui du sujet du Nutri-Score. Et au fond, la question, c'est de savoir comment le Nutri-Score change les comportements. Avant le comment, d'ailleurs, il serait bon de se poser la question de savoir si ça les change tout court et donc de savoir comment on fait pour prouver en quelque sorte scientifiquement que le Nutri-Score change les comportements et comment il les change et pourquoi, et d'en profiter pour faire un peu de sciences politiques et de sciences appliquées et finalisées, et de saisir finalement l'occasion de cette saga du Nutri-Score pour parler de la collaboration entre la recherche et les pouvoirs publics, ici pour une meilleure santé publique, mais si on traitait, et on en parlera tout à l'heure, de l'environnement, ce serait en termes d'impact environnemental, de, de, de refroidissement de la planète ou de biodiversité. Alors, je vais, si je me présente, on m'a dit de faire un peu de perspective de carrière. Alors, en une minute, j'ai découpé pour me présenter quatre décennies finalement dans ma carrière. La première où je ne faisais pas d'économie comportementale et expérimentale et où j'ai eu quand même une période où le mélange entre l'académique et l'appliqué était très fort et où j'utilisais voilà, des statistiques, on va dire. J'ai beaucoup travaillé avec des données INSEE, j'ai beaucoup travaillé à l'INSEE aussi. Et peut-être c'est intéressant de dire que ma venue vers le comportemental et les disciplines qui vous intéressent se sont faites non pas via des interrogations appliquées, voire même pas des interrogations théoriques, mais parce que je manquais d'une paillasse, voilà, au sens voilà, biologiste du terme, en disant j'aimerais bien produire mes propres données. J'en ai assez de faire de l'économétrie avec des données statistiques ou des données des autres et j'ai envie de produire mes propres données. C'est comme ça que je suis venu à l'économie expérimentale d'abord, puis comportementale ensuite. Donc, mes premières expériences et la montée, le démarrage d'un laboratoire d'économie expérimentale, pour moi, c'est 1991. Donc voilà, ça fait 30 ans que je fais de l'économie expérimentale, où on montait une école d'ingénieurs de toutes pièces ici à Grenoble et où le directeur de l'époque m'a dit il faut absolument un labo d'économie qui dénote par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Alors, je lui ai dit, il y a un truc marrant qui est l'économie expérimentale. Il m'a dit comment il faut explorer ça. Je lui ai dit, bah, tu m'offres 2 mois à Caltech et puis je te dirai si c'est intéressant. Et puis 2 mois après, on faisait des expériences ici, ça a démarré. Donc, c'est vraiment une expérience de démarrage d'une nouvelle discipline, d'une nouvelle méthode qui est un vrai success story que j'adore raconter. Ensuite, je suis passé de l'efficacité des marchés à des expériences d'interaction stratégique, donc liées à la théorie des jeux comportementales dès l'année suivante avec d'autres laboratoires américains et européens. Et puis, j'ai démarré à peu près tout de suite des travaux pluridisciplinaires. Et dans l'ordre, j'essayais d'être un peu objectif hier en préparant ça, les sciences hédoniques en premier, la physique statistique, les sciences cognitives, les neurosciences, puis évidemment les nutritionnistes, les sciences pour l'ingénieur, etc., l'intelligence artificielle plus récemment. Et puis je me suis mis à faire de l'économie comportementale et expérimentale appliquée. Vous voyez, je mets 1998, donc quand même passé une dizaine d'années à une sorte de repli académique sur l'économie comportementale et expérimentale. Et puis, j'ai commencé à travailler sur des choses très, très appliquées autour des OGM, voilà, et où voilà, aussi j'ai une expérience tout à fait extraordinaire de la question qui m'était posée, c'est est-ce que les consommateurs vont accepter les OGM et si oui, combien ils vont les payer.
Alors, j'avais 37 organisations à gérer, depuis le lobby des producteurs de soja transgénique jusqu'à Greenpeace, vous voyez, et pour lesquels je m'étais engagé de trouver avec eux de définir une méthodologie de recherche qui permettrait de répondre aux questions qui se posaient. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes gammes, en quelque sorte, autour de ça. Là aussi, c'est une très belle success story parce que on a publié les résultats dans le top 5 des revues économiques de l'époque. Donc, c'était vraiment très, très bien. Et c'est comme ça que j'ai créé un laboratoire INRAE à la suite de ça, autour de ces questions. Et puis ensuite, voilà, on a développé pas mal d'études. Alors, vous voyez, il y a trois grands thèmes en économie expérimentale. Il y a le thème, on va y revenir tout à l'heure longuement, des comportements individuels. C'est celui qui nous intéresse majoritairement aujourd'hui. Il y a le thème des interactions stratégiques, donc de petits nombres, et puis le thème de la foule, qu'on étudie, en tout cas que moi j'ai beaucoup étudié autour de ce que l'on appelle le design de marché, c'est-à-dire la conception des règles du jeu de marché. Voilà, et puis sur les comportements individuels, les grands moments finalement de métamorphose des approches, des méthodes et des questions, au moment où j'ai commencé à quitter la question de la caractérisation fine des produits autour de la valeur client, c'est-à-dire en gros combien vous êtes prêt à payer lorsque votre produit est sans OGM, ou est-ce qu'il est rose, ou est-ce qu'il est plus facile à utiliser, ou il a un emballage de tel ou tel type, à la question du régime dans son ensemble. Voilà. Et puis plus récemment, 4 ou 5 ans, mon sujet central, c'est l'industrie du futur et c'est la numérisation des relations de marché. Et de cela, en principe, on ne va pas parler aujourd'hui. Si je me focalise sur le Nutri-Score, donc historiquement, le règlement européen établit les règles de déclaration nutritionnelle obligatoires à apposer sur les emballages. Et puis l'idée a émergé au plan européen de faciliter la compréhension d'une part et d'aider à faire des choix éclairés d'autre part. Et pour ce faire, le règlement européen prévoit en quelque sorte de muter de la face arrière où on a beaucoup de place pour mettre des chiffres, des lettres, des mots, des produits, vers la face avant des produits. Face arrière, face avant, c'est très lié au linéaire. Vous voyez, évidemment, cette chose-là n'existe plus lorsqu'on est en ligne, mais lorsque vous êtes dans une grande surface en libre service, c'est comme ça qu'on vous voit. Est-ce que vous regardez la face avant du produit ou est-ce que vous le prenez pour regarder l'autre côté? En France, le ministère des Solidarités et de la Santé demande de créer un système d'étiquetage nutritionnel pour l'avant des emballages. Ça va être le Nutri-Score, pour faire simple, et avec l'idée qui peut être volontairement apposée par les acteurs, l'Europe ayant dit depuis quelque temps que voilà, on n'allait pas rendre ça obligatoire. On pourra parler de ça pendant la discussion si vous voulez. Donc, Nutri-Score va être fondé sur des travaux multiples. On a fait une partie, quand je dis on, c'est dans mon laboratoire, des travaux préliminaires de conception du point de vue comportemental des logos, et puis l'INSERM, Serge Ekberg, évidemment, l'expertise de l'ANSES, du Haut Conseil de la santé publique, etc. Aussi, je pourrais répondre aux questions que vous posez à ce sujet s'il y en a. Au moment de la conception du Nutri-Score, il ne fait pas l'unanimité, très loin s'en faut, et des systèmes d'étiquetage alternatifs sont proposés, émergent, voilà, ça foisonne. Et c'est à ce moment-là que l'histoire, en tout cas que le narratif qu'on m'a demandé de vous présenter de façon centrale apparaît, c'est-à-dire le moment où le ministère prend la décision, voilà, avec l'appui de Benoît Vallée, de choisir un système d'étiquetage nutritionnel parmi tous ceux qui foisonnaient, par une démarche qui soit fondée sur la science. Et puis Nutri-Score l'emporte et est mise en place en France depuis 2017. Je ne vais pas parler de cette histoire-là. Alors, je n'ai pas le temps, pour l'instant en tout cas, de vous présenter
les variantes, mais vous voyez, là, vous avez des solutions possibles qui s'offraient à nous au moment du démarrage de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, avec un fort air de déjà-vu, c'est-à-dire que le traffic light qui était existant en Angleterre à l'époque avait connu beaucoup d'hostilité. La Commission européenne qui avait déclaré pardon, que c'était un obstacle au commerce qui viole le droit communautaire. Et donc, c'est à l'occasion des discussions autour du traffic light anglais que l'idée d'un front of pack obligatoire est abandonnée. Et puis les industriels qui disent c'est trompeur, c'est négatif, c'est simpliste, c'est condescendant, c'est non scientifique, etc., etc. La proposition du Nutri-Score suscite beaucoup de réactions négatives à l'époque. L'ANIA qui dit non, niveau de preuve insuffisante par l'ANSES. Donc, vous voyez, les pouvoirs publics eux-mêmes étaient loin d'être cohérents et homogènes sur cette question. Voilà notre charmant ministre de l'Agriculture de l'époque qui dit c'est trop stigmatisant, on n'en veut pas. Alors, se pose, si je rentre un tout petit peu dans le contenu, au fond, deux questions autour d'un système d'étiquetage nutritionnel ou autre d'une manière générale. La question 1, c'est quel est l'objectif d'un tel système? Et la question que tout scientifique, évidemment, se pose, c'est si on veut faire la preuve qu'on atteint les objectifs, c'est quel indicateur quantitatif on va utiliser pour mesurer les performances d'un tel système. Et puis la question 2, c'est une question de design, en quelque sorte, plus ingénieur, vous voyez, comment élaborer des systèmes efficaces et comment choisir parmi plusieurs systèmes lorsque on les voit proliférer, comme c'était le cas pour l'étiquetage nutritionnel. Alors, autour de la question numéro 1, comment choisir, définir un objectif, je me suis trompé, comment définir un objectif. C'est une question qui d'abord s'adresse aux nutritionnistes. Quels critères de mesure d'une bonne qualité nutritionnelle retenir? Ça, c'était plutôt facile à l'époque. Et si je contraste avec ce qui m'occupe aujourd'hui des 15 heures par jour, on n'en est pas là en matière environnementale. Hein, donc ça, c'était plutôt tranquille, plutôt tranquille. Si plusieurs critères sont retenus, est-il scientifiquement acceptable de les pondérer et de les agréger? Pour ainsi dire, est-ce qu'il est possible de trouver un indicateur côté science de la nutrition qui permette de définir ce qu'est un bon produit, un mauvais produit ou un moins bon produit, et puis de l'agréger à la fois globalement pour un produit, et puis de passer, comme je l'évoquais tout à l'heure, du produit au régime. La réponse à l'époque, qui n'était pas très ancienne, mais on disposait d'un score FSA pour Food Standards Agency, qui est une mesure scientifiquement validée, on peut dire publiée, c'est pas compliqué, de la qualité nutritionnelle par produit, d'ensemble produit ou de régime. Alors, c'était aussi une question pour les sciences comportementales, avec la question clé, qui est encore plus clé du point de vue des impacts environnementaux dont je m'occupe à l'heure actuelle, c'est l'objectif du système est-il de faire comprendre ou est-il de faire changer les comportements? Et puis évidemment, la question subsidiaire, c'est quel est le lien entre comprendre et changer? Voilà un très très joli sujet pour notre discussion tout à l'heure. Et puis la question 2, donc quel système retenir, comment l'élaborer? Ça, c'est le passage au fond d'un corpus d'idées, d'hypothèses ou de théories autour des objectifs et voire même des moyens pour les atteindre à un score finalement, un objet qu'on met sur la table, c'est-à-dire un design de système
avec un cahier des charges pour ce système. Du côté des sciences comportementales, au moins 3 questions. De quels éléments de design du système dépendent les changements de comportement et la compréhension? Les changements sont-ils homogènes pour l'ensemble de la population? Et est-ce qu'on le veut d'ailleurs? Est-ce qu'on veut que toute la population change ou est-ce qu'on veut que simplement une sous-partie de cette population change avec des désirs de changement structurel? Et puis, comment définir un système d'affichage complet, c'est-à-dire comment passer des éléments au tout? La question subsidiaire étant celle de tout à l'heure, comment l'évaluer. Voilà. Alors, j'avais beaucoup travaillé sur les questions de, de validation antérieure au Nutri-Score, sur les protocoles expérimentaux, sur les variables, sur les critères, sur les différentes catégories de consommateurs et sur les différents contextes de choix. Ça aussi, c'est une très très jolie question dont on pourra parler tout à l'heure. Si on en reste strictement à l'objet du jour, vous voyez, un des enjeux, c'était de définir les critères de design d'un affichage qui impactent les comportements et comment ça les impacte. Donc voilà, il y a au moins tout ça, la directivité. Est-ce qu'on a un indicateur prescriptif ou descriptif, positif ou normatif, on pourrait dire aussi. Est-ce qu'on agrège ou est-ce qu'on garde un indicateur analytique? C'est-à-dire, on dit ce produit est bon globalement ou moins bon, ou est-ce qu'on dit, voilà, il a trop de sucre, trop de sel, pas assez de vitamines, etc., etc. Le champ couvert, est-ce que l'on étiquette les seuls aliments à éviter, les seuls aliments à recommander ou tous les aliments? Le champ couvert, lorsque l'étiquetage n'est pas obligatoire, est-ce que finalement le fait que les produits soient sélectionnés par l'offre impacte les comportements des consommateurs? Et voilà, surtout comment. La question de la gradation, est-ce qu'on a comme dans un traffic light 3 catégories? Est-ce qu'on en a 5 comme on a sur le Nutri-Score? Est-ce qu'on en a plus 7, 9? Vous voyez, vous allez acheter un lave-vaisselle, vous allez avoir, je ne sais plus, je crois 9 ou 11 catégories. Ou est-ce que c'est cardinal? Quelle projection linéaire, log linéaire, etc. Ça, c'est un problème de biais particulièrement intéressant. Quel est l'ensemble de références? Est-ce que vous étiquetez par catégorie les bons yaourts, les mauvais yaourts, ou est-ce que vous faites selon les aliments, quitte à étiqueter l'ensemble d'une catégorie de produits comme bon ou l'ensemble d'une catégorie comme mauvais? Et puis la sémiologie utilisée, ça fait une longue liste de noms, de couleurs, de mots, d'idéogrammes, etc. Alors, le consommateur selon l'économie comportementale, hein, c'est vraiment une sorte de checklist d'un cours niveau 101 d'économie comportementale. Hein. On s'intéresse à la perception, à l'attention, à l'évitement. On s'intéresse à beaucoup de choses concernant les préférences, mais notamment parce que c'est ça, ça c'est face, c'est pas fat, les préférences face aux risques, à l'incertitude, aux ambiguïtés, au contexte. Voilà, par rapport les préférences vis-à-vis d'autrui, les préférences vis-à-vis du temps, les interactions stratégiques, les logiques d'apprentissage et de changement, les émotions, et puis tout ce qui concerne, voilà, je mets rationalité limitée pour aller vite, jugement et heuristique. Alors, si j'en viens maintenant à la partie expérimentale, on a fait une expérience en grandeur nature, donc dans 60 supermarchés, ça a duré 10 semaines, 4 rayons avec 1297 produits couverts, et puis une expérience en laboratoire avec un magasin expérimental.
tous les produits d'un petit magasin expérimental étaient étiquetés dans une expérience qui durait en tout et pour tout un sujet 1h30. Et on a eu, je ne sais plus, un petit millier de sujets qui ont suivi cette expérience. Voilà, donc là, vous voyez un petit peu des visuels de ce qu'on a pu faire. Le test lui-même ou l'architecture des tests, là pour le coup, que ce soit en laboratoire ou en grandeur réelle, est toujours le même, vraiment de logique de double différence très classique. On fait des observations d'achat sans étiquetage, on fait l'intervention, c'est-à-dire qu'on met en place plusieurs étiquetages, dont évidemment un traitement de contrôle, et on observe les achats avec l'étiquetage dans différents traitements. On fait la différence entre avant et après. Ça, c'est la première différence. Et ensuite, on fait une deuxième différence entre traitements, donc de traitement d'écart. Et ce sont ces résultats-là que l'on va utiliser comme résultat de l'étude. Donc ici, c'est exactement ce que je vous montre ici, c'est-à-dire que voilà, le traitement neutre ici, ou avant-après, on n'a pas étiqueté, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence. Là, on est dans l'expérience laboratoire. Je vous montre que ça dans le temps qui m'est imparti. La mesure ici, c'est des pourcentages d'évolution de l'indicateur FSA, donc de qualité nutritionnelle globale des achats, des caddies choisis par les consommateurs. Et on voit voilà, qu'on a une différence significative entre le Nutri-Score et tous les autres, que le second, celui-là, voilà, etc. Vous voyez, donc là, il n'y a pas photo, en quelque sorte, sur le fait que le Nutri-Score l'emporte en contexte expérimental et dans le contexte particulier dans lequel on a fait l'étude. Voilà, alors je vous le disais à l'instant, pour conclure, dans l'affichage environnemental dont on peut parler, c'est ce qui m'occupe actuellement, on a beaucoup plus de difficultés à décrire l'objectif du système qu'on l'a eu en nutrition. Quel affichage choisir, pour quel usage? L'arbitrage entre comprendre et faire changer est très différent de celui de la nutrition. Et puis, les caractéristiques environnementales sont spécifiques du point de vue comportemental, c'est-à-dire que la nature même de l'environnement est très, très différente. Je vous en ai mis 5 ici. C'est intéressant quand même pour faire un peu d'économie comportementale. Une caractéristique comportementale a une valeur partagée, mais n'a aucune valeur privée. C'est le contraire en nutrition. Leurs effets se situent dans un futur très incertain. Elles sont cachées à l'achat comme à l'usage. Elles ne sont pas incorporées au produit et elles ne se révèlent que par l'information. Voilà, du coup, il y a des enjeux comportementaux qui sont, pour vous, j'imagine, très faciles à imaginer. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Oui, j'ai déjà épuisé mon temps de parole. Donc, voilà pour la présentation. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre la parole. Je suis Valérian Chambon. Bonjour. Merci à Bernard Ruffieux pour sa présentation très complète et très claire. On va prendre maintenant des questions dans le public. Alors, s'il y a des questions, est-ce que vous pouvez peut-être vous manifester? Oui, j'ai entendu quelqu'un, il me semble, non? J'ai entendu respiration aussi. Ouais. Ouais, c'est moi, en fait. Ah, c'est Camille, d'accord. Salut, Camille. Non,
Bah, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai qu'elle a été très complète. Et j'avais une question en fait par rapport aux expériences que vous avez menées dans les supermarchés, parce que j'imagine que ce type de coordination n'est pas facile. Et je voulais savoir si vous avez testé, donc pas non seulement le Nutri-Score, mais aussi les autres icônes en fait de nutrition que vous étiez en train de regarder aussi dans le laboratoire. Et je voulais savoir si en fait vous avez utilisé les marques du supermarché, vous avez dû non seulement coordonner avec les supermarchés, mais aussi avec d'autres vendeurs pour après leur demander si vous pouvez mettre votre Nutri-Score ou votre Nutri-Repère sur leurs produits. D'accord. Alors, première question, la réponse c'est oui. On a fait la même chose que ce que vous avez ici, sauf notre brillant second ici, pour des raisons intéressantes à développer pour la petite histoire. Ce logo Nutrimark a été conçu en Australie, et puis c'est Leclerc qui l'a sorti de son chapeau alors que nous avions déjà démarré l'expérience en grandeur nature, mais pas encore l'expérience en laboratoire. Voilà, pour des raisons stratégiques, c'était plutôt bien joué de la part de Leclerc d'ailleurs. Ils ont très bien joué le jeu avec nous. On est allé les voir en disant d'abord on va le regarder chez vous. Donc on l'a regardé dans les magasins Leclerc, mais à part parce que c'était parti, voilà, c'était un coup parti pour l'expérience grandeur nature officielle entre guillemets. Mais on a eu le temps de l'introduire dans nos propres expériences. Donc, les 4 autres ont été testés en supermarché et l'architecture de supermarché était exactement celle que vous avez ici, d'accord? C'était la même, donc on a fait de la double différence aussi. On a regardé avant, après, on a pu faire des mesures d'impact, évidemment avec une économétrie toute différente, mais de voir comment évoluaient les différents affichages entre avant et après, et ensuite de faire des mesures d'écart entre eux. Donc voilà, l'architecture et l'analyse des données est la même. On est en retard là-dessus, mais de préparer pour une revue méthodologique une comparaison des deux expériences pour en mesurer toutes les similitudes et toutes les différences. Donc la réponse est la même. Après, quels produits ont été étiquetés? C'est votre deuxième question. Dans l'expérience en laboratoire, ici, sur les 300 produits, nous avions des marques de distributeurs et des marques de producteurs, et tous les produits étaient étiquetés. Ici, nous avions été obligés, pour des raisons de budgétaire, de faisabilité technique, de nous limiter à 4 rayons, et tous les produits des rayons n'étaient pas étiquetés. Et nous avions les marques des distributeurs qui l'étaient, et puis aussi les marques des producteurs qui avaient accepté de jouer le jeu avec nous. Donc, de ce point de vue-là, les deux ont de l'intérêt, c'est-à-dire que l'expérience en grandeur réelle nous a permis de mesurer, d'observer la situation lorsque une partie seulement des produits était étiquetée, et quelques rayons malheureusement, et puis de l'autre côté l'exhaustif. Alors pour compléter quand même ma réponse, pour terminer ma réponse, nous avions un traitement en laboratoire, je vais y arriver, voilà ici, qui est un traitement sur le Nutri-Score avec une partie seulement des produits qui étaient étiquetés, de manière à avoir une expérience qui soit très proche de ce qui se faisait en grandeur nature. D'accord? Donc, on a pu voir, on a fait une expérience, encore une fois, que sur le Nutri-Score, on ne pouvait pas le faire sur tout, mais dans laquelle, en laboratoire, une partie seulement des produits était étiquetée, et on a pu voir la différence qu'il y avait lorsque on était exhaustif et lorsqu'on était partiel.
Est-ce que ça répond à votre question ou j'ai raté une partie? Non, non, ça répond très bien. Merci beaucoup. Merci, Bernard Ruffieux. Il y a une question de Maïko, je crois qu'elle a levé la main. Oui, bonjour. Merci de Bonjour. votre présentation. Euh, j'avais une question parce que je pense que peut-être il y a au moins deux choses qu'on peut penser avec le Nutri-Score. Une chose, c'est est-ce que ça marche dans le sens que les gens vont acheter plus de bons produits et peut-être moins de mauvais produits. Mais après, peut-être la question plus profonde est est-ce que ça marche dans le sens que les gens vont être en meilleure santé après, je sais pas, après des années? Et j'imagine que ça dépend beaucoup aussi de l'évidence scientifique qui est derrière ce système de Nutri-Score. Donc, en fait, ma question est comment est-ce que vous, le gouvernement, va mesurer cet effet un peu plus profond? D'accord. Très bien. Donc, je vais répondre non pas en deux temps, mais en trois temps, n'est-ce pas? Il y a un premier temps qui consiste à se dire, est-ce que le Nutri-Score, ça marche au sens où les gens vont acheter plus de A et de B, on va dire, et puis moins de C et de D et de E que lorsqu'il n'y a pas d'étiquetage. Donc, vous avez une première mesure qui est la performance de l'étiquetage en tant que tel, en quelque sorte sur lui-même. Une deuxième manière d'approcher la question est de dire est-ce qu'on a un indicateur de qualité nutritionnelle? C'est le FSA, le score FSA dont je vous parlais tout à l'heure, où vous allez voir si tel ou tel indicateur non seulement est efficace sur lui-même, vous vous arrêtez au feu rouge, n'est-ce pas? Et on va voir si l'arrêt à ce feu rouge est en congruence avec un indicateur de qualité de conduite. Et puis la dernière question que vous posez-vous, c'est au fond, si maintenant je quitte le code de la route pour me transporter aux urgences de l'hôpital du coin, est-ce que mon feu rouge finalement a diminué les traumatismes, les morts, etc. Hein, c'est ça votre question. Donc ce troisième Oui, niveau, je n'ai pas eu le temps de vous faire une bibliographie, mais je la mettrai dans le jeu de transparent que je vais vous envoyer après, en ayant corrigé les quelques coquilles que j'ai vues en passant. On a fait le travail que vous demandez avec l'équipe de Serge Egbert, c'est publié et on a notamment vu en extrapolant les résultats de laboratoire que l'on a obtenus, donc en les généralisant à la population française, on l'a mesuré en termes de nombre de morts évitées. Voilà, c'était une unité comme une autre, donc le travail a été fait. Il est sûrement très très critiquable du point de vue méthodologique, mais il a été fait et on a tous les instruments quantitatifs, la modélisation qui nous permet de passer, voilà, si je rejoins les deux extrêmes, hein, de quelques changements de comportement observés en laboratoire à des données globales de morbidité. Est-ce que ça répond à votre question? oui, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à allumer votre caméra si vous avez des questions. Peut-être une question un peu rapide, un peu anecdotique, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les données expérimentales et le Nutri-Score? Est-ce que le Nutri-Score a beaucoup évolué depuis la mouture initiale? C'est une bonne question. En fait très peu. On a testé les, comment dire, le design, le format du Nutri-Score a été défini assez vite, avec y compris des cabinets spécialisés dans le design. Les grandes questions
typiquement le nombre de catégories. Voilà, j'ai eu des très longues discussions pour avancer dans la discussion. J'étais plutôt pour 3 couleurs que pour 5. Et en fait, le nombre 5 a fini par être retenu dans un très joli arbitrage qui peut vous intéresser, qui est celui de l'impact du Nutri-Score, non pas sur la demande, mais de l'impact indirect sur l'offre. C'est-à-dire, vous voyez, on parlait tout à l'heure de stratégie en économie comportementale, et vous avez 2 questions. La question directe, c'est j'affiche le Nutri-Score et quel changement ça va induire sur la demande. Et puis la question indirecte, c'est voilà, je suis Danone, on a décidé d'adhérer au Nutri-Score, on le met sur nos produits. On voit l'impact que ça a sur la demande adressée à nos produits et on réagit, par exemple, en modifiant les recettes de nos produits de manière à changer de catégorie de Nutri-Score. Et cet impact de réponse stratégique de l'offre au Nutri-Score est celle qui nous a conduit à dire finalement il faut 5 catégories et pas simplement 3, de manière à donner un peu du grain à moudre aux industriels et d'inciter les industriels à améliorer les recettes de leurs produits. On a des réflexions semblables à l'heure actuelle au niveau de l'étiquetage environnemental, demander combien de catégories. Et je parlais tout à l'heure de métriques. Je disais, voilà, est-ce qu'on fait quelque chose de linéaire ou de log linéaire? La question, c'est de savoir si les distances de performance par rapport à votre unité de base, ici le Nutri-Score, on a dit avec le score FSA, ou du côté environnemental, vous voyez, en CO2, est-ce que l'écart de CO2 pour passer de A à B sera linéaire ou log linéaire par rapport à un passage de B à C, de C à D, vous voyez. Et là, l'optimisation de ça, l'optimisation de votre projection de votre indicateur physique vers une qualification en catégorie va dépendre des réactions observées des consommateurs. Vous me comprenez? Oui, d'accord, merci. Voilà. C'est très clair. On a une question de Marion. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Bonjour Marion. Alors moi, c'est une question un peu annexe à la méthodologie que vous avez présentée. Donc, je sais qu'il y a la Commission européenne qui est en train, il me semble, de travailler sur un étiquetage harmonisé obligatoire pour l'Europe. Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce qu'on sait ce qu'ils vont choisir? Est-ce que le Nutri-Score est en bonne position ou pas? Alors, si je réponds à votre question en restant dans le sujet du jour, la première question qu'on peut se poser en expérimentaliste, c'est est-ce que finalement les comportements observés en France sont les mêmes dans les autres pays? Il y a, voilà, on peut discuter de ça, mais c'est une question qui a une dimension théorique et puis une dimension empirique. Et au-delà de l'Europe d'ailleurs, hein, mais on a quelques raisons de penser que finalement, ce qu'on observe en France ne serait pas de même nature dans les autres pays, et notamment du fait de la balance entre compréhension et changement. Voyez, c'est-à-dire que le rapport qu'a le consommateur à la question nutritionnelle ou à la question environnementale, pour parler de l'autre sujet qui m'intéresse actuellement, n'est pas le même d'un pays à l'autre. Vous pouvez avoir des compréhensions du sujet, mais quand je dis compréhension, c'est vraiment au sens très large, c'est-à-dire des représentations, des croyances, des fausses croyances, etc., qui font que le lien entre compréhension, le cognitif et le comportemental, on va dire, ne sera pas de même nature. Et puis, donc ça c'est vraiment très très important parce que le Nutri-Score est beaucoup attaqué
en disant c'est un nudge, si vous voyez ce que se dit par là, c'est-à-dire c'est juste quelque chose qui déclenche des réactions immédiates, émotionnelles, de pure conformité. C'est vert, je passe, c'est rouge, je m'arrête. Et ça n'apprend rien sur la nutrition. On a beaucoup de critiques comme ça, en Italie par exemple. Et donc, vous avez des lobbies avec plus ou moins de bonne foi qui disent c'est pas assez en compréhension et c'est trop en action. Et puis, vous pouvez avoir des comportements inverses. Moi, par exemple, je le disais tout à l'heure, où je disais je veux que du vert et du rouge de manière à déclencher des réactions de type système 1 rapide, bien plus direct encore qu'avec le Nutri-Score. Chacun son métier. Voilà. Donc, c'est des discussions qui sont, moi, je trouve très légitimes. Et ça dépend beaucoup aussi de l'horizon temporel que vous vous donnez politiquement. C'est-à-dire que si vous voulez un étiquetage qui a des effets rapides, immédiats, on va dire à l'horizon des élections, le Nutri-Score est plutôt bien bâti. Et l'équivalent du Nutri-Score en environnement serait bienvenu. Si votre objectif il est plus profond, que vous voulez faire changer avec, avec beaucoup d'ambition, avec profondeur, ce qui est malheureusement le cahier des charges en environnement, parce que ce n'est pas juste en mangeant des côtes de bœuf bio qu'on va refroidir la planète. Là, il est possible que ce genre d'étiquetage ne soit pas requis. Donc, la question n'est pas si simple à l'échelle européenne. Et puis, le côté un peu pavlovien, vous voyez, le côté c'est vert, je passe, c'est rouge, je ne passe pas. Si vous allez, par exemple, dans les pays anciennement communistes, là, vous allez en Allemagne de l'Est ou en Pologne, on va vous dire, ce truc-là, ça me rappelle le communisme. C'est des choses dont on ne veut plus pour des raisons de représentation, vous voyez, qu'on n'a pas du tout chez nous. Donc, c'est compliqué. En tout cas, pour répondre complètement à votre question, je ne suis pas sûr que le Nutri-Score soit quelque chose qui soit généralisable à l'échelle européenne et de la planète comme ça d'un claquement de doigts. En tout cas, en tant que scientifique responsable, je n'ai pas administré la preuve que le Nutri-Score était ce qu'il y avait de mieux pour l'Europe aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, super intéressant. Merci. On va peut-être prendre encore une ou deux questions. Il y a une question d'Aurore. Oui. Aurore, es-tu là? C'est ça. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Eh ben, bonjour, merci pour la présentation. Moi, je voulais revenir justement sur cet étiquetage environnemental sur lequel vous travaillez. Et, vous aviez l'air de dire au début qu'il était plus compliqué à mettre en œuvre, au moins au niveau de la France. Et je voulais savoir un peu plus pourquoi. Et en particulier, moi, ce qui m'inquiète, c'est par rapport à la compétition qui pourrait y avoir entre le Nutri-Score et le score environnemental, par exemple. Est-ce que ça peut faire encore plus de complexité pour le consommateur d'avoir un double étiquetage? Voilà, après, est-ce que le consommateur ne va pas se demander quel va être le prochain étiquetage? Enfin, ça va faire beaucoup d'informations peut-être. Et voilà, et est-ce que ça peut, oui, voilà, est-ce que ça peut pas avoir un effet de réactance chez certains consommateurs, comme vous dites, ça peut avoir un effet infantilisant. Voilà, c'est ce que je me demande. Très bien, excellente question. En fait, il y a plusieurs questions. La question la plus simple, comme que je vais traiter en premier, plus simple pour moi parce que je l'ai déjà étudiée en laboratoire, c'est la compétition entre indicateurs. C'est-à-dire que clairement, premier constat, c'est qu'un bon produit pour la santé n'est pas nécessairement un bon produit pour l'environnement. Et que donc, il va y avoir des arbitrages à faire pour le consommateur. D'accord ? Et donc dire, ben voilà, ce produit, il est plutôt bon à ta santé, mais il n'est pas bon du tout en impact environnemental, ou le contraire, va mettre le consommateur devant des enjeux d'arbitrage qui non seulement rendent le problème plus complexe,
Mais par ailleurs, on sait en économie comportementale que le consommateur n'aime pas avoir à faire des arbitrages. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et, par ailleurs, deuxième élément de réponse, on ne sait pas, en tout cas du point de vue scientifique, même si certains ont essayé de le faire, immerger la nutrition et l'environnement en un seul indicateur. D'accord ? C'est des choses qui sont, voilà, qui sont pas à notre portée aujourd'hui. Donc effectivement, il y a sûrement une tension politique entre le ministère de la Santé et puis le ministère de l'Environnement, que le Premier ministre, sûrement en tant qu'arbitre de tout ça, a tranché. Et aujourd'hui, on fait des études pour voir lorsque deux étiquetages sont en contradiction, qu'est-ce qui l'emporte, et la santé l'emporte sur l'environnement. D'accord ? Ça aussi, c'est des choses qu'on sait par ailleurs. Dans l'esprit du consommateur, la pondération qu'il met côté santé l'emporte sur l'environnement, et la crise sanitaire actuelle a plutôt tendance à exacerber ça qu'à le réduire. Après, sur votre première question qui est l'environnement tout seul, comment vous dire, le premier point, c'est que on n'a pas de métrique de l'impact environnemental aussi consensuelle et aussi claire que sur la nutrition aujourd'hui. Si je module ça, je clique là-dessus, on a une bonne métrique du côté de ce que l'on appelle des analyses de cycle de vie, et en particulier sur le réchauffement climatique. C'est-à-dire que si on veut restreindre l'étiquetage environnemental au réchauffement climatique, en disant c'est à la fois la priorité politique et la priorité scientifique, c'est le réchauffement, et on va étiqueter ça, alors on sait faire. Et on sait le faire dans un contexte qui est proche du point de vue de l'analyse de la nutrition, mais évidemment avec un point de vue des consommateurs qui est fort différent. Je n'ai pas le temps de développer. En revanche, si vous pensez, et beaucoup de consommateurs le pensent, et de lobby aussi le pensent, le lobby du bio par exemple aujourd'hui, qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique dans la vie. Par exemple, il y a aussi la biodiversité, et en particulier la biodiversité locale, le paysage, les petits oiseaux, etc., le Beaufortin, et que la biodiversité locale est un enjeu important. À ce moment-là, il y a contradiction, on ne va pas dire contradiction, il y a arbitrage à faire, et ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. D'accord ? Et si on veut mettre le doigt là où ça fait mal, ça veut dire que, ou le quantifier finalement, un produit qui est bon à l'hectare et un pays qui est bon au kilo ne sont pas les mêmes produits. Voilà. Ça répond à votre question ? Oui, très bien, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde. Je pense qu'on va clore la session ici. Donc, Camille, je te laisse la parole peut-être. Oui, alors, pardon. Merci encore à Bernard Ruffieux pour sa présentation, ses réponses très riches et très détaillées. J'ai pas beaucoup plus à ajouter que ça. En tout cas, oui, merci beaucoup. Et nous mettrons l'enregistrement peut-être la semaine prochaine sur le site du DEC. Donc, ça sera accessible à tous si jamais vous voulez regarder la présentation ou la partager avec d'autres personnes. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Merci. Et excellente journée. Vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Et au revoir.